Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons de débattre avec vous sur Sud Radio. Parlons vrai, c'est notre slogan. Et vous avez aussi la parole, évidemment, sur Sud Radio tout au long de la journée, sur les réseaux ou au téléphone. Pour en parler, Jean-Luc, pour parler de l'actualité et de ces législatives qui sont à moins de 7 jours maintenant. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Vous avez publié La terreur jusque sous nos draps, publié chez Plomb. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique. Et Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Bonjour Georges. Bonjour à tous. Georges qui peut s'exprimer désormais, comme vous dites, quand on est en campagne, on n'a pas le droit de parler. Et quand on est hors camp, puisque vous étiez candidat aux européennes, et désormais vous pouvez parler. Législative, évidemment dans moins de 7 jours. Emmanuel Macron qui écrit aux Français, il exclut de démissionner. On va parler de Jean-Luc Mélenchon et on va parler du grand désarroi des électeurs de gauche. Et de droite aussi, mais c'est vrai qu'à gauche, la problématique pour un certain nombre d'entre eux est compliquée, à savoir si on veut voter socialiste, est-ce qu'on ne vote pas en même temps pour LFI? Bref, tous ces sujets avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Georges, on va commencer avec vous. Vous n'avez pas parlé depuis longtemps, allez-y. Oui, c'est gentil. Voilà. Quelle délicatesse. Voilà. Bon, écoutez, le coup de gueule, c'est à propos du... Vous savez que le recrutement des enseignants a été modifié, comme dans un état catastrophique, avec des démissions records sur les 2 dernières années. Et tous ceux qui ont des enfants le savent, que vous soyez en banlieue ou au centre de Paris, ou dans la France périphérique, quand il y a un prof qui est absent, c'est pas facile de le remplacer. Et donc là, ils ont décidé de passer le recrutement non plus de master, donc Bac plus 5, mais à licence. Ouais. Et là, on a eu le sujet dit zéro, le sujet test, pour voir adapter le concours. Et bien les formateurs, les enseignants, les syndicats ont qualifié ça de canular. Enfin, on cru que c'était un canular. Mais c'est tellement d'un niveau bas, en particulier en mathématiques et histoire-géographie, que c'en est sidérant. Donc voilà, on est dans une situation où, par exemple, pour les mathématiques, alors je lis, ça consiste à classer des nombres par ordre croissant. Non. Ou des événements par ordre chronologique, mais sans les dater, parce que ça pourrait être trop dur, avec les images. Il y a des QCM. Donc, on a déjà, malheureusement, depuis les multiples réformes de l'éducation nationale, la baisse du statut, Jospin qui a cassé les écoles normales, qui est un système extraordinaire que le monde entier nous enviait et que les Singapouriens nous ont copié. Eh bien, on a une école qui s'effondre. Ouais. Et la solution, c'est recrutons encore plus bas niveau, parce que comme les salaires sont tellement bas, de toute façon, dès que quelqu'un a un diplôme et un cerveau qui fonctionne, il ne veut plus faire ce travail. Et maintenant, les enfants se moquent et disent « Ah, si t'échoues, tu vas te retrouver prof. » Combien de fois on a entendu cette histoire? Alors que l'instituteur, souvenez-vous, l'instituteur... Alors que l'instituteur, il y avait même pas longtemps sur France 2, il y avait une série, l'Institut et tout. Mais c'est ça la France, c'était ça la République. Et tout est sabordé. Voilà, c'est encore un énorme coup de canif dans ce qui compte, c'est-à-dire l'avenir. Et pour l'avenir, vu les tests PISA, vu le nombre de productions d'ingénieurs, vu le nombre de brevets, ça va devenir de plus en plus dur. Ouais, le niveau baisse, mais le niveau n'est déjà pas très bon. Pour preuve, moi, cette petite brève du Dauphiné libéré, le collège ne veut pas s'appeler Badinter. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Oui, c'est donc en proposant au collège de Saint-Étienne de Cuines de prendre le nom de Robert Badinter, le département ne s'attendait pas à cette réponse. La plupart des enseignants ne souhaitent pas que le collège s'appelle Robert Badinter. À travers le nom de notre collège, il nous semble important de mettre en avant un aspect de notre environnement naturel. Et parmi les arguments opposés par les enseignants, ce sera plutôt évocateur pour les élèves d'un supermarché. Donc je n'ai pas compris, j'ai été obligée d'aller voir dans les commentaires, parce que Badinter, c'est Badinter marché, intermarché. C'est-à-dire qu'on en est là, c'est l'argument qui a été donné par les enseignants au conseil général, au conseil régional, pour ne pas choisir ce nom de Robert Badinter. Proposer collège Guillotin alors à la place. Non mais, vous imaginez? Oui, Jean-Luc?
Oui, je ne sais pas si tout ça est vraiment vérifié, parce que c'est absolument sidérant si c'est la réponse de certains enseignants. J'ai du mal à voir une équipe d'enseignants. C'est pas certain. C'est écrit, la plupart des enseignants ne souhaitent pas que le collège s'appelle ainsi. C'est cité, c'est une citation entre guillemets. Ce sera plus évoqué. Voilà, ils ne connaissent pas Robert Badinter. Et voilà, c'est des guillemets. Mais je vais revenir sur ce qu'a dit Georges. Si tu veux bien. Allez-y, vas-y. Ça n'a pas empêché, même si évidemment c'est une baisse de niveau, Georges a totalement raison, qu'il y ait de moins en moins de candidats et de candidates. C'est-à-dire qu'il y a plein de postes qui seraient encore valides, qui ne seront pas occupés. C'est-à-dire que ça pose la question même de la conscience, la possibilité d'avoir le nombre d'enseignants et d'enseignantes nécessaires, que ce soit en école primaire, au collège ou au lycée. On est dans une situation extrêmement grave, chacun le sait, le salaire et le revenu des enseignants depuis les années 1990-2000 a baissé de moitié. Nous sommes au niveau de l'Union européenne avec les salaires et les revenus des enseignants qui sont les plus petits dans l'Europe, on va appeler dans l'ancienne Europe des 15. Oui, alors, vous répondez pas quand même à ces enseignants qui ne veulent pas du nom de Robert Badinter au motif que mais je trouve ça scandaleux. Les élèves ne le connaissent pas et que ça leur ferait penser plutôt à un supermarché. Si ça s'avère, tu le dis, ça s'avère vrai, c'est absolument scandaleux, c'est débile. Oui, Virginie ? Moi, je voudrais dire une chose à propos des enseignants. Vous invoquez tous les deux des baisses de salaire. Moi, ce qui me semble, et là vraiment je leur rends souvent hommage, c'est que parmi ces enseignants peut-être mal payés ou peut-être de moins en moins bien payés, il y a beaucoup de vocations, ou en tout cas il y en avait beaucoup, c'est-à-dire des enseignants qui voulaient enseigner, qui voulaient apprendre aux élèves ce qu'ils savaient. Et ce qu'il m'apparaît, moi, c'est que ces enseignants-là ont le sentiment souvent, dans des cas de difficultés de comportement, d'intervention pour le moins intempestive de certains parents, c'est qu'ils sont en général totalement lâchés par leur hiérarchie. Ouais. Donc ce que disent les enseignants, c'est pas tant on est mal payé, c'est on est jeté dans la fosse au lion et après il faut se débrouiller. Et si ça se passe mal, on nous dit oh là là, tu fais trop d'histoire, tu protestes, tu ne t'y prends pas de la bonne façon avec les élèves. C'est ça que les enseignants dénoncent le plus souvent. C'est ce fameux pas de vague que l'on avait cru disparu après la décapitation, et je le rappelle parce que c'est un mot très lourd, de Samuel Paty. C'est ce pas de vague qui prévaut toujours dans l'administration supérieure de l'éducation nationale. Pas de vague. On se retrouve dans un instant et on va continuer à parler des enseignants. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons cette actualité bien chargée à moins de 7 jours du premier tour. On va revenir sur la lettre aux Français. Vous l'avez entendu dans le flash de 11h. Cette lettre dans laquelle Emmanuel Macron exclut de démissionner, dans laquelle il explique pourquoi il a déclenché cette dissolution. On va revenir sur l'attitude également de Jean-Luc Mélenchon et le grand désarroi des électeurs de gauche. Avec vous, avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE, Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Je rappelle votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, qui est paru chez Plomb. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique, et Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Alors on continue quand même notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. On peut peut-être continuer avec les enseignants, Noémie et vous, puisqu'on évoquait... On évoquait cela avec Georges. Oui, c'est une tribune qui a été signée, qui est parue vendredi, qui a été signée par plusieurs centaines de cadres de l'éducation nationale, qui affirment que si le Rassemblement national venait à arriver au pouvoir et qu'il déciderait de mettre en place des changements, des nouvelles mesures dans leur secteur, eh bien, ils ne les appliqueraient pas. Il y a une affirmation dans ce texte qui m'a particulièrement interpellée. Ils disent « Nous n'obéirons pas ». C'est une formule qui n'est pas sans rappeler celle des adolescents qui sont eux-mêmes rétifs à l'autorité. Ce qui est ennuyeux dans le cas présent, c'est qu'il s'agit de cadres de l'éducation nationale, de chefs d'établissement, d'inspecteurs et d'inspectrices, de professeurs, donc des titulaires de fonctions censés incarner justement l'autorité et l'enseigner à nos enfants. Aujourd'hui, ils affirment qu'ils ne respecteront pas les résultats des urnes et la base de notre système démocratique, qu'ils pourraient se joindre à ce grand blocus qui est promis par l'extrême gauche. Forcément, ça interpelle. Ça en dit long aussi sur peut-être la suite de ce que disait Georges tout à l'heure, c'est-à-dire malgré tout une fonction qui est plutôt en baisse.
En baisse, ouais. Jean-Luc, vous vouliez revenir sur l'arrestation qui s'est passée en Nouvelle-Calédonie et l'extradition. Oui, bon, il y a une crise dans l'Hexagone, on le voit, et sur tous les territoires français, mais il y a une autre crise qui se passe en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, et que j'ai vraiment un coup de gueule, parce que c'est pas en arrêtant ses opposants, en les extradant, en les mettant en prison, car il s'agit de leaders, il ne s'agit pas de personnalités, de personnes inconnues là-bas. Si on veut régler un conflit lourd, qui est encore, on en a parlé dans le journal juste maintenant, on doit discuter avec les différents partenaires possibles. La Nouvelle-Calédonie et la Kanaki, il y a 40% de Kanak, il y a 60% d'autres populations issues qu'on appelle les Caldoches, les populations du Pacifique, issues du Pacifique. Si on veut arriver à des solutions et revenir aux solutions qui avaient été faites d'abord par Michel Rocard et puis après par Lionel Jospin, eh ben il faut que l'ensemble des personnes concernées ne soient pas en prison, parce que sinon on n'aboutira à rien, sauf à ce qui s'est passé hier soir, on l'a dit dans le journal, des événements graves en Nouvelle-Calédonie et en Kanaki. Donc dans ce cadre-là, je trouve que c'est une très mauvaise chose. Ça pousse d'ailleurs tellement, c'est anodin, mais c'est quand même assez spectaculaire. Le président Macron a décidé avec Renaissance de ne soutenir personne au niveau de ceux qui se présentaient notamment en Nouvelle-Calédonie. Oui, Georges Kuzmanovic. Mais c'est ça qui est très intéressant. Alors qu'il a déjà dissous, Emmanuel Macron a trouvé le truc le plus stupide à faire, à mettre de l'huile sur le feu, sur les braises encore chaudes du conflit en Nouvelle-Calédonie. Et c'est fait exprès, ce n'est pas possible de faire ça sans l'aval du président de la République et sans que des conseillers lui bien expliqué quelles seraient les conséquences. On a déjà eu avec les Corses, on a eu avec les Basques, enfin toujours. Mais là, c'est à vif. Et ce qu'a dit Monsieur Benamia, Jean-Luc a parfaitement raison. Si on veut négocier, il faut des gens pour négocier. Enfin, ça se terminera par une négociation obligatoirement. Ou pas, parce que Emmanuel Macron. Sinon c'est la guerre. Bah oui. Mais oui, peut-être c'est ce qu'il veut. Ouais. Peut-être c'est ce qu'il veut, parce que là, à ce stade-là, d'action insensée, quelle conclusion autre on peut faire ? Oui, mais on pouvait se douter que l'extradition, après, c'est pour des raisons de sécurité. J'imagine qu'ils ont été extradés, ou c'est quoi, ou c'est de l'humiliation ? C'est de l'humiliation, parce qu'on a même extradé, je sépare pas les hommes et les femmes, mais on a même extradé une mère de famille. Ouais. En tout cas, il y a 8 milliards de dommages qui ont été... mais ça a continué hier soir. Ouais, j'ai vu hier soir, il y a eu des feux, des tas de manifestations. Ça arrive à des situations totalement... mais insensées. Brûler les écoles, c'est insensé. Voilà. Et encore une fois, parce qu'il a pas voulu négocier. Comme à chaque fois, il ne veut pas débattre avec les gens, il ne veut pas discuter. On aurait pu éviter les 8 milliards, la première révolte, il suffisait juste de faire comme on fait là-bas, doucement, de discuter, de prendre le temps. Non, je veux imposer ma réforme maintenant. Et il en vient, je finis, parce que j'ai dit que c'était anodin, mais pas totalement, à ne soutenir personne là-bas. À faire du en même temps. Peut-être qu'Emmanuel Macron... c'est du non en même temps. Non mais attendez, excusez-moi, on en avait là très largement parlé, il y a eu 3 référendums, il faut peut-être appliquer la démocratie, c'est pas forcément les voyous dans la rue qui doivent l'emporter et imposer leurs lois. Les Kanaks sont des voyous. Il fallait protéger la population, essayer de réfléchir à des solutions. Effectivement, sans doute que la porte des négociations et de la diplomatie n'a pas suffisamment été... ouverte, malgré tout, il fallait un engagement de la France, il fallait un engagement du président de la République. On ne pouvait pas simplement rester en retrait, alors qu'on parle des 8 milliards de dégâts, mais c'est surtout une population qui est terrorisée, qui est restée cloîtrée chez elle, des magasins qui étaient fermés, qui ne pouvaient pas faire de courses. Du côté Kanak et du côté Caldoche, il a fait... des deux côtés. Quelle solution il a apporté ? C'est un peu ça. Après, je pense qu'il y a eu un problème de calendrier, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une dissolution, à ce qu'il y ait autant de bouleversements qui arrivent avec ces élections européennes. Malgré tout, là, je pense que tous les plannings qui avaient été prévus ont été mis à part à l'actualité. La réforme qu'il a voulu, il n'y a aucune urgence à cette réforme. C'est lui qui a décidé. Ça ne servait à rien. Il n'y avait aucune urgence. Bon, vous me permettrez à moi un coup de gueule contre l'ONU. L'ONU qui prône le compromis pour réintégrer au sein de la communauté internationale le régime taliban afghan. C'est absolument scandaleux, c'est absolument incompréhensible. Mais pas surprenant. Mais pas surprenant, mais
à quoi sert l'ONU? Que fait l'ONU? On a un pays qui réduit les femmes à des fantômes, qui n'ont plus le droit d'étudier, qui n'ont plus le droit de sortir de chez elles. Alors, on apprend effectivement que les restrictions des droits des femmes continuent de bloquer la réintégration de l'Afghanistan dans la communauté internationale. J'avoue que les bras m'en tombent. Alors, certains disent oui, mais ça permettra peut-être de relancer la diplomatie. Non, mais on a quand même un pays qui est de brut sanguinaire. J'ai pas d'autres mots. Oui, Valérie, là, je suis obligé de réagir parce que entre 1997 et 2001, parce que tout le monde oublie l'histoire, les talibans dirigeaient l'Afghanistan et étaient représentés et très soutenus par les Américains. Et leur représentante à l'ONU était une nièce de Mollah Omar, qui d'ailleurs se mettait des jupes juste au-dessus du genou, une petite coiffure courte, très sympathique, mais elle était new-yorkaise. Donc voilà, leur élite se permet des choses que leur peuple ne se permet pas. Mais à l'époque, comme je vous rappelle qu'on a accueilli l'ayatollah Khomeini. Mais comme les compagnies pétrolières américaines négociaient le passage de leur oléoduc entre les républiques de sud de la Russie jusqu'à Karachi, à ce moment-là, ça allait. Ouais. L'ONU est très infiltrée par l'idéologie islamiste. Absolument. On en a une image, si vous voulez, effectivement, de l'ONU qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, qui est censée garantir la paix dans le monde. Mais il faut comprendre que l'ONU d'aujourd'hui, celle qui est gouvernée plus ou moins par Antonio Guterres, le secrétaire général, c'est une ONU qui est complètement infiltrée par l'idéologie islamiste. Est-ce que vous savez aujourd'hui qui dirige la Commission des droits des femmes? C'est l'Arabie Saoudite. Ouais. Est-ce que vous savez que la Chine fait partie du comité des droits de l'homme? Donc, si vous voulez, il faut comprendre qui forme aujourd'hui l'ONU, qui a les grandes responsabilités pour comprendre aussi les décisions qui sont prises. Il y a régulièrement l'ONU a pour obsession Israël, beaucoup plus que n'importe quel autre pays du monde. Vous voyez les résultats des conseils de sécurité, les résolutions qui sont prises une à une, de façon quasi obsessionnelle, toujours en ciblant Israël et en oubliant les autres pays qui sont bien moins démocratiques dans le monde. C'est une idéologie qui est complètement gouvernée aujourd'hui par des pays qui ne sont pas des pays démocrates comme on les imagine. Et les États-Unis. Oui. Et pourtant, il nous faudra bien avoir dans la géopolitique mondiale en plein bouleversement, il fallait pas être fin clair pour s'apercevoir à un moment donné que des grands pays comme l'Inde, des grands pays comme la Chine allaient dire à un moment donné à l'Occident, qui dirigeait tout cela de main de maître, entre guillemets, qu'à un moment donné tout le monde devrait avoir sa place. Alors évidemment, c'est la demande d'accepter et de remettre l'Afghanistan. Enfin, il y a bien d'autres pays terroristes comme l'Iran notamment qui sont membres de l'ONU. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? On veut réussir à avoir une gestion mondiale ou on veut pas? Alors c'est extrêmement compliqué, ça c'est clair et net, mais on est bien obligé d'avoir tout le monde dans l'ONU. Oui, mais tout le monde, mais à des places peut-être un petit peu différentes et avec une autre... Vous pointez quelque chose d'intéressant, c'est effectivement le recul de l'Occident dans des structures qui jusqu'alors étaient gouvernées par eux. Et c'est vrai qu'il y a un bouleversement, un nouvel ordre du monde qui est en train de se mettre en place. L'Occident devient minoritaire dans ce monde-là. C'est totalement dû aux États-Unis, Noémie. Ils ont été 20 ans en Afghanistan, 3300 milliards, des tas de morts pour rien. 20 ans. Pour rien. À un moment donné, l'Irak, la Libye, la Syrie, ce soit des pays autoritaires et tyranniques qui prennent le pouvoir. Quand on a une puissance hégémonique mondiale comme les États-Unis qui navigue comme ça à grands coups son énorme bateau et qu'elle écrabouille de tout un tas de pays au passage, au bout d'un moment, tout un tas de gens trouvent que c'est pas recommandable. Les États-Unis, c'est aussi les opérations Condor, c'est des coups d'État à travers l'Amérique latine pendant des décennies. C'est pas le pays le plus sympa du monde. Sans les États-Unis, l'Ukraine serait combien de jours? Et Israël sans doute aussi. À moins de 7 jours des législatives, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. On va revenir sur la lettre d'Emmanuel Macron publiée ce matin dans la presse quotidienne régionale. J'ai changé, n'ayez pas peur, alors qu'on nous avait dit qu'il fallait avoir peur. Bref, et puis on lui demande de se taire au président de la République, mais malgré tout, il continue de parler. Virginie, vous vouliez parler, vous, de Jean-Luc Mélenchon, justement, pour faire le rapprochement. C'est pareil, on lui demande de se taire et il se tait pas, et il passe son temps à dire je ne m'élimine pas, je ne m'impose pas, mais enfin quand même je me verrais bien Premier ministre. Moi je suis quand même stupéfaite par cette classe politique qui, passé les quelques heures de sidération et de panique, ne pense qu'à une chose, c'est se survivre à elle-même. Jean-Luc Mélenchon fait absolument partie de cette catégorie et il va essayer de se survivre à lui-même au prix
de sa propre famille politique, qu'il va jeter, à mon avis, en pâture, parce que les électeurs, pour certains d'entre eux, refusent absolument de voter Jean-Luc Mélenchon. Donc plus il va parler, plus il va décourager un certain nombre d'électeurs de voter pour sa coalition. Et je suis pas sûre qu'il fasse du tout ça par hasard. Je pense qu'il se dit, bon, on n'a pas tout à fait le vent en poupe, foutu pour foutu, au moins je parle, au moins peut-être je me prépare pour 2027, parce que Jean-Luc Mélenchon a toujours une idée dans la tête. Et puis surtout, ça me permet d'exister au détriment de mes éventuels rivaux, que seraient Monsieur Glucksmann, Monsieur Ruffin. Rien n'existe en dehors de Jean-Luc Mélenchon que Jean-Luc Mélenchon, et je ferai exactement le même parallèle avec Emmanuel Macron. Rien n'existe pour Emmanuel Macron qu'Emmanuel Macron, mais au prix de mettre le pays dans des situations sidérantes. Après tout, on ne peut pas reprocher aux gens de voter pour l'extrême alors qu'on les met eux-mêmes dans cette situation-là. Voilà. Oui. Et c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Oui, il va favoriser les voix. Pardon, j'ai fini. Il va favoriser les voix des électeurs pour le RN. Et c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. C'est à se demander vraiment si cette classe politique a encore un peu de respect et de dignité. Oui, je prolonge ce que vous disiez, je suis assez d'accord avec vous. Certains considèrent, d'ailleurs, certains analystes politiques considèrent que Jean-Luc Mélenchon, finalement, ne veut pas le pouvoir. Il sait qu'il ne l'aura pas par les urnes. Il sait que s'il y a la coalition de la gauche qui réussit son pari, c'est-à-dire qu'elle arrive à devenir la première force politique de ce pays, qui semble loin du... Absolument. Pour l'instant, les sondages montrent qu'ils en sont plutôt... Enfin, en tout cas, qu'il y a le Rassemblement national qui est devant. Mais si vous voulez, certains analystes politiques considèrent que Jean-Luc Mélenchon sait qu'il n'aura pas le pouvoir de cette façon-là par les urnes, et donc qu'il le veut par le chaos. Et donc il est en train de mettre en place une situation chaotique dans le pays, en poussant, si vous voulez, les manifs, l'idée révolutionnaire, etc., l'idée de la révolution par la rue, au cas où le Rassemblement national en plus arriverait premier, et que de cette façon-là, il pourrait émerger, avoir la place qu'il souhaite. Ce qui est sûr, c'est que manifestement, Jean-Luc Mélenchon est un boulet aujourd'hui pour le nouveau Front on populaire. l'a vu dans les sondages, c'est un repoussoir. C'est un repoussoir total, extrêmement répulsif pour tous les Français. Mais je pense que le nouveau Front populaire en a évidemment conscience. Vous avez hier François Hollande qui lui a dit de se taire, de ne pas se mettre trop en avant. Mais que fait François Hollande dans cette galère? Que fait l'ancien président de la République? Oui, alors je fais une toute petite parenthèse, mais ça aussi c'est un sujet scandaleux. Que fait François Hollande dans cette galère? Il a mené une politique à l'absolu opposée de Jean-Luc Mélenchon et d'une partie de cette gauche. Et aujourd'hui... Et Macron est son produit. Et aujourd'hui, il se présente, je ne sais pas, un peu de, de self-respect, quoi. Je sais pas quoi dire. Vous avez raison, il y a eu un reniement total. Pardon, je vous ai coupé, pardonnez-moi. Mais je vous rejoins complètement. C'est-à-dire que, effectivement, cette alliance est infâme. Infâme. D'ailleurs, Emmanuel Macron, lorsqu'il a produit la dissolution de l'Assemblée nationale, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des digues qui ont sauté, avec des partis qui, pendant toutes les élections européennes, se sont regardés en chien de faïence. Raphaël Glucksmann a fait campagne en disant qu'il était la gauche anti-France Insoumise, et en 48 heures, c'était réglé. Ils étaient copains comme cochons et ils allaient ensemble pour les prochaines élections européennes. Il y a eu un reniement. On parle souvent de gens qui mangent leur chapeau. Alors là, les gens de gauche, que ce soit des sociodémocrates aux Insoumis, ils ont passé leur temps à manger leur chapeau et ils ont complètement renié les valeurs qu'ils avaient montrées. C'est vraiment Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc Benamias, de ce que dit Noémie Je ne Alioua? mange pas mon chapeau. Je ne vous cache pas que je fais campagne à Marseille dans 2 circonscriptions pour le Front populaire. L'une avec Pascaline Lécorché, secrétaire générale de Place Publique sur une des circonscriptions, et l'autre avec Hendrik Davy, qui est un des, ce qu'on appelle, ce que les appeler les insoumis, comme Monsieur Corbert, Madame Garrido et Madame Simonette, entre autres. Globalement, juste dans les négociations qui ont eu lieu, quand la répartition des circonscriptions s'est faite au niveau du Front populaire, eh bien, la France insoumise aura en proportion moins d'élus qu'ils en avaient dans la précédente Assemblée. Donc, les équilibres au niveau de la gauche, et notamment avec le soutien de François Hollande, mais aussi de Lionel Jospin, faut pas l'oublier, fait que les équilibres sont en train d'être bouleversés. Et on verra évidemment que la phase de décomposition politique dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle le président de la République est largement responsable, n'est pas terminée. Je l'ai déjà dit sur cette émission. Personne ne peut prévoir ce qui se passera après le 7 juillet. Personne. Si, il y a une option quand même. Et, le chaos. Parce qu'il y a le cirque au sein de la gauche, et tout ce que tu as décrit, Noémie, qui est tout à fait juste, mais en fait, tout le monde sait très bien ce qui va en être. Et la seule option qu'ils aient, c'est qu'il y ait une coalition
qui puisse se faire entre la gauche respectable, c'est-à-dire Aurélien Rousseau, celui qui a fait passer les lois retraite de Macron, François Hollande qui a fait Macron, la Glucksmanie, place publique, et les... La Glucksmanie, je vais le ressortir. Je l'ai pas entendu. C'est comme le mélanchonisme. C'est ça, c'est la galaxie Glucksmann. Et les députés macronistes, en espérant que ça permettra d'avoir qu'il n'y ait pas une majorité absolue à Rennes. Mais c'est la seule option qu'ils aient. Mais pour revenir et ils à se ce que feront la disait... guerre au Parlement. Mais bien sûr. Tout de suite, dès le 7. Mais si, bien sûr que oui. Je te parine la bouteille que tu veux. Ne parions rien et ne buvons pas de bouteille, parce que ce qui se présente ne permettra pas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Non, c'est pas ça, c'est qu'il n'y aura pas de joie nulle part. Un jus de pomme alors. Jus de pomme, voilà. De pomme acide. Bio. Mais c'est vrai que cherche Jean-Luc Mélenchon en parlant comme ça et en disant je veux être Premier ministre. Et il l'a dit clairement. Non, mais il sait ce qui va se passer après. On va avoir un pays chaotique. Quelle que soit la configuration, donc dans une situation chaotique. Mais moi, dans une situation chaotique, électrice de base. Il existe. Non, pardon, je rappelle que dans les différents sondages, les électeurs craignent plus une victoire de la coalition Le Nouveau Front Populaire qu'une victoire du Rassemblement National. C'est à ça qu'on arrive. C'est à ça qu'on arrive. Oui, pardon, monsieur Benamias, mais qu'est-ce que vous faites à soutenir des candidats de ce nouveau Front Populaire? Je vous ai expliqué. Pardon, mais vos explications ne me convainquent pas. Vous vous rendez bien compte quand même que pour les électeurs, il y a quelque chose de totalement, j'allais dire, cul par-dessus tête. Le mot que vous ne prononcez plus les uns ou les autres, c'est l'antisémitisme. Non, mais arrêtez, non, j'arrêterai pas, pardon. Depuis... Moi. Jean-Luc Benamias, c'est impossible. Merci beaucoup. Eh bien, que faites-vous en soutenant des candidats de cette alliance qui a semblé mettre ce mot sous le tapis et qui aujourd'hui fait comme si... Personne n'a mis ce mot sous le tapis. Il y a 2 textes qui sont sortis ce week-end. Alors, on fait une alliance électorale à toute vitesse en disant paf, on sauve les circonscriptions et après on se rend compte que oui, l'antisémitisme, tout le monde n'a pas la même idée et qu'on fait 2 textes. Mais c'est quoi pour les électeurs? C'est juste les prendre pour des crétins. C'est leur dire, on a sauvegardé nos circonscriptions, mais sur les valeurs, on n'est pas d'accord. Mais vous le saviez pas depuis le début, ça? Jean-Luc, je suis obligé, grâce à vous, de citer tous les candidats de votre circonscription. Pardon. Pierre-Frédéric Zieba, Divers, Pauline Papazian, régionaliste, Franck Licory, Rassemblement National, Nathalie Malol, qui est extrême gauche, Barthélémy Plaise, écologiste, qu'est-ce que j'ai encore? Alan Poplard, Nouveau Front Populaire, Marcel Blanc, Reconquête, Maxime Boudet, Ensemble, majorité présidentielle, Ambroise Malin-Cony, Les Républicains et Henrik Davy, Divers Gauche. Voilà, c'est la règle et la loi. Voilà, Front Populaire, c'est la loi aujourd'hui d'être obligé de citer tous les candidats. Je m'excuse, Valérie. Non, mais c'est fait, c'est comme ça. Hein. Du coup, on va marquer une pause pour se remettre de tout ça et on va parler de la lettre d'Emmanuel Macron. Lettre publiée dans la presse régionale quotidienne. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous pour commenter l'actualité. Juste un mot avant de parler de la lettre d'Emmanuel Macron. Je disais hors antenne que j'étais quand même, en tant que simple électrice, assez choquée des ambitions personnelles qui transpirent et qui transparaissent. Vous évoquiez Jean-Luc Mélenchon, on parlait également d'Emmanuel Macron, dont on va parler dans un instant. Et puis Yaël Braun-Pivet, écoutez ce qu'elle disait hier. Elle était interviewée chez nos confrères de BFM, je crois. Vous avez rappelé il y a un instant que vous souhaitiez redevenir présidente de l'Assemblée nationale. On peut dire que c'est assez improbable. Mais moi, j'ai été une présidente qui a été très respectueuse des oppositions et qui a été très respectée par les oppositions. Toutes les oppositions, parfois on me l'a même reproché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous n'avez pas la majorité, vous pourriez rester présidente de la... Vous pourriez rester présidente. Pourquoi pas? Je pourrais très bien être celle qui arrive à faire fonctionner une assemblée fracturée, divisée. Donc moi, en tout cas, avec 250 députés du Rassemblement national, je veux être la plus utile possible à mon pays à nouveau, et je respecte infiniment le choix des Français. Donc on verra bien. Bon, et donc après, elle essaye d'évacuer en disant mais je vous parle pas, on sait pas, on fait de la politique fiction avec les deux. Mais moi j'ai été assez choquée par ses propos. Je pense que. Mais il faut être élu par les députés. Je rappelle à Madame Braun-Pivet qu'il faut quand même être élu par des députés. S'il n'y a pas de majorité, je vois pas comment Madame Braun-Pivet pourrait être élue tout simplement. C'est pas le président, pardon, pas le président qui nomme les présidents de l'Assemblée nationale. Non, ils sont élus par les députés. C'est l'Assemblée. D'accord.
Et ce que je renote dans cette déclaration de Madame Braun-Pivet, c'est moi, je. Mais voilà, l'intérêt général, l'intérêt des Français, l'intérêt de tout ça est complètement passé aux oubliettes. C'est dommage. Oui. Je ne vais pas défendre Madame Braun-Pivet, mais vous mettez-vous à sa place. Non, je ne me mets pas à sa place. Décide de moi, je me mets à sa place. Suspendre l'Assemblée nationale. Elle est à peine au courant un quart d'heure avant. Alors je la défends pas. C'est la politique, hein. Oui, d'accord, mais pour des gens comme elle, et même d'ailleurs quasiment pour tous les députés Renaissance, de ce qui s'appelle maintenant Ensemble d'ailleurs, ça a été catastrophique, et c'est catastrophique. Ils savent pas comment faire campagne, ils oublient, ils ne mettent pas, vous l'avez vu, la photo d'Emmanuel Macron, tout ça. Et totalement dans ce que j'appelle une décomposition politique, avec peut-être des possibilités de recomposition, mais on attend de la voir venir. Hein. Et alors finalement, c'est quoi? C'est le sauf qui peut, c'est chacun pour soi, c'est terrible. Pardon Jean-Luc, mais c'est terrible. C'est terrible. Oui, Moi je comprends Madame Braun-Pivet. Parce que l'hôtel de Lassay, c'est là où habite à l'Assemblée nationale le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. C'est très très bien. Monsieur François de Rugy faisait des fêtes. La cave est exceptionnelle, avec vous qui parliez de... et tout ça. Et donc c'est vrai, quand on vous annonce comme ça fin juin, ou début juin, zut, c'est fini. Ouais. Alors moi aussi, je suis punie, je suis obligée de citer tous les candidats dans la circonscription de Madame Braun-Pivet. Donc nous avons Monsieur Alain Lépicier, Monsieur Yacine Beignetou, Madame Nathalie Lepage, Monsieur Jacques Miard, Madame Ingrid Larose, Monsieur Cyrilo Loki et Madame Émilienne Guy. Donc voilà, nous devons citer tous les candidats à chaque fois. Jacques Miard, éminent intervenant sur Sud Radio. Absolument. Eh ben, il a plus le droit là. Absolument. Donc on a cette non, il a plus le droit. On n'a plus le droit de parler, sinon on doit mesurer, compter le temps de parole. Le président de la République s'est donc adressé aux Français à travers la presse quotidienne régionale pour expliquer pourquoi il avait dissous. Il a expliqué que de toute façon c'était son seul choix possible, puisque de toute façon les oppositions s'apprêtaient à renverser le gouvernement à l'automne lors du vote du projet de loi de finances. Donc il dit: je sais que pour beaucoup d'entre vous ça a été une surprise qui suscite de l'inquiétude, du rejet, parfois même une colère tournée contre moi. Je la comprends et je l'entends. Il a expliqué qu'il fallait se ranger derrière lui. Cette décision est la seule qui peut permettre à notre pays d'avancer et de se réunir. Là aussi, on a le sentiment quand même d'un président hors sol quand on entend les arguments qu'il met en avant, et d'un président à qui tout le monde dit de ne pas apparaître pour ne pas faire perdre son temps. Vous voyez que sur les affiches, d'ailleurs, il n'apparaît nulle part et il continue de parler. Oui, et puis on a une élite politique qui ne fait pas son travail. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit très récemment Emmanuel Todd, cette fois-ci, les institutions sont respectées à la lettre, mais pas l'esprit. Et il y a un président du Conseil constitutionnel qui s'appelle Monsieur Laurent Fabius, qui aura pu convoquer le président du Sénat, Monsieur Larcher, et la présidente de l'Assemblée, Madame Braun-Pivet, de dire: très bien, dissolution il y a, mais on ne va pas le faire au milieu de l'été. Il faut un certain temps pour que la démocratie puisse s'exprimer. Ils avaient parfaitement le pouvoir de le faire et de dire: organisons ça en septembre, après les Jeux Olympiques, pour que ce ne soit pas un chaos sur le chaos supplémentaire. Ils ne l'ont pas fait. Le petit doigt sur la couture du pantalon. Monsieur Larcher, tu as raison, Georges, mais Madame Braun-Pivet n'était plus rien. Donc, bon, on ne pouvait pas l'inviter. Mais Si, toujours l'inviter. Le président du Conseil constitutionnel pouvait inviter la dernière présidente pour proposer un report de l'élection. Pas la retirer, mais juste un report. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont aussi responsables du chaos qui suivra. On est quand même dans un chaos total. C'est-à-dire qu'un auditeur me dit: vous tapez sur Mélenchon, vous tapez sur le président de la République, vous faites le jeu du RN. Non, le RN, on en a parlé la semaine dernière, qui comme un oignon, j'aimais bien la métaphore de Gabriel Attal, se défait de ses pelures, c'est-à-dire de chacune des promesses ou des décisions qu'il fait. Voilà. Il a dit qu'à la fin on pleure. Et à la fin on pleure. Donc non, c'est pas. On parle et effectivement, là où il a raison l'auditeur, c'est que le RN finalement a assez peu de prise de position, à part sur le programme où ils se font déglinguer à chaque fois qu'ils sont face à des journalistes. Oui, c'est ça. Donc non, je fais pas la promotion du RN du tout. Bien. Mais mais je voulais répondre pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Mais c'est vrai que ceux qui font en ce moment beaucoup de bruit, là l'actualité, c'est la lettre du président de la République. Vous en avez pensé quoi de cette lettre? Est-ce que c'est hors sol, encore une fois? Il y a un propos du président de la République qui m'a un petit peu interpellé dans cette lettre, c'est quand il dit je vais gouverner autrement. Oui.
J'ai changé. J'ai changé. Et Rachida Dati hier a dit il a changé. Emmanuel Macron, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 7 ans qu'il a les mains libres pour exercer des mesures. Et là, il nous dit qu'il va changer. Là, ça me fait penser aussi, vous savez, à ces maris qui, du jour au lendemain, après des années de mariage où ils se sont comportés comme des goujats, vous expliquent que du jour au lendemain, ils vont complètement changer. Évidemment, ce n'est jamais le cas. Emmanuel Macron continuera à faire du Emmanuel Macron s'il continue d'avoir le pouvoir comme il l'a déjà eu. Donc, l'exemple est pas mal. Bah écoutez, voilà, c'est parlant, ça parlera peut-être sans doute à nos auditeurs. Ouais. Bon, moi, ce que je note, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas changé, bien sûr, et qu'il ne cesse de dire, finalement, c'était la seule solution possible. Non, c'était pas la seule solution possible. Après des élections européennes, il n'y a jamais eu de dissolution, quels que soient les résultats pour la majorité en place. Et en plus, le discours a été totalement à l'inverse jusqu'à la fin de la campagne des européennes. Et s'il avait vraiment voulu dissoudre, mais que n'a-t-il attendu l'éventuel blocage qui serait survenu à l'automne? Que n'a-t-il attendu l'éventuelle motion de censure, voir comment elle était votée, pas votée? Enfin, moi, je veux bien qu'on anticipe tout, et je veux bien que le souci d'Emmanuel Macron soit de ne pas laisser les clés de l'Élysée au RN en 2027. En attendant, il jette les Français dans la gueule du loup et il les fait voter finalement, vous allez voir, dans des proportions très inquiétantes, RN en 2024, c'est-à-dire qu'il anticipe de 3 ans. Donc s'il n'est pas capable de se rendre compte que demander aux Français de voter avec raison, quand on les met dans un dilemme quasiment impossible, moi je trouve ça très grave, parce que le déni, finalement, ça ne convainc que lui. Mais dire j'ai raison, c'était la seule solution, est le grand mensonge de cette lettre. Mais il n'y a pas que les Français devant un dilemme. Il y a tout un tas de régions, de zones de France où les gens veulent dynamiter cette classe politique, y compris si ça passe par la vote RN, y compris des gens qui ne sont pas pour le RN. Non. On a une élite qui joue avec le feu et qui ne se rend pas compte de la haine. Parce que l'école fonctionne pas, les services publics fonctionnent pas, l'hôpital fonctionne pas, nos militaires n'ont pas de munitions, le pays s'effondre. N'exagérons rien, le pays est encore... Non, n'exagérons rien. Ailleurs, comment ça se passe? Mais je sais bien comment ça se passe, justement, moi ailleurs. Mais la France, c'était un pays qui en 1991, avant Maastricht, avait 35% de son PIB en dette. On avait la plus grande armée d'Europe et tous nos services publics fonctionnaient. Le peuple voit bien qu'en 40 ans, il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé, puisqu'on a une dette qui est maintenant de 3 000 milliards, 120% du PIB, et qu'en même temps, tout s'est effondré. Et on a tout ne s'est pas effondré, il y a certainement des fragilités. Ça s'effondre, parce que c'est quand même la 5e puissance, donc ça s'effondre doucement. Mais ça s'effondre doucement. Quand vous allez quand des enfants ne sont pas pris en charge en pleine nuit dans des urgences, en France... Pour la France, c'est un problème. Si vous voulez, on peut comparer avec le Rwanda où j'ai été, ou le fin fond de la Russie. Allez moins loin, vous allez voir. Non, mais je sais bien, en allant moins loin, mais ça montre bien qu'il y a un effondrement. Et ce peuple-là en a ras-le-bol. Et malheureusement, ça passe par le RN, qui, moi, je pense, s'il prenait le pouvoir, ne fera rien. Ce sera comme Mélanie, c'est des gens qui... D'ailleurs, ça se voit avec Bardella, puisqu'on ne critique pas assez, mais c'est intéressant. Vous voyez, Bardella, il est comme les gauchistes, c'est un droitiste. C'est quelqu'un qui se rend compte que là, maintenant, ça va être fini d'être dans la cave et de dire, moi aussi, nous, il décompose son propre programme. Tiens, on va te donner les clés du camion et débrouille-toi. Et là, il va être, j'ai 28 ans, j'ai même pas d'enfant, j'ai jamais travaillé de ma vie, il va falloir que je dirige un pays qui est dans un état de crise. On va voir. Rajouter à cela, si je me permets, la place de la France dans l'Union européenne. Exactement. Bah oui. Et là, nous sommes très mal. Ben oui, mais ça, les économistes, on ne veut pas les écouter, les entendre, mais la hausse des taux d'intérêt. Ils nous expliquent que la hausse des taux d'intérêt, pour l'instant, l'Allemagne nous suit, mais le jour où l'Allemagne ne nous suivra plus, on va se retrouver dans la situation de la Grèce. C'est très étonnant parce que quand vous écoutez Bruno Le Maire, il vous explique qu'il a sauvé le pays. Oui, j'ai sauvé l'économie. Oui, mais il est bien le seul à le croire. C'est ce qu'il Bruno Le Maire, c'est la boussole qui indique le Sud. Quand Bruno Le Maire dit quelque chose, c'est que c'est le contraire qui arrive. Il a dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Sûr qu'il n'y a rien à voir. Non, mais peut-être pour essayer de porter la contradiction, il y a le résultat de la politique d'Emmanuel Macron, il y a cette décision-là de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je pose la question, est-ce que ce n'était pas nécessaire dans la mesure où, malgré tout, les résultats... Est-ce que c'était nécessaire de le faire maintenant? C'est encore une autre question. Mais est-ce que c'était pas nécessaire dans la mesure où les résultats aux élections européennes ont été une gifle pour le président de la République, pour le gouvernement, et pour toute son élite, si vous voulez. Le peuple s'est exprimé dans les urnes. Il a rejeté très massivement la politique du gouvernement et la politique d'Emmanuel Macron. Donc finalement, c'était presque démocrate de la part du président de la République de dire vous avez exprimé dans les urnes une opposition féroce. Eh bien, je vais vous redonner aujourd'hui la possibilité de voter
pour une Assemblée nationale qui sera est-ce que ce résultat n'était pas prévisible? Et s'il fallait dissoudre, est-ce qu'il ne valait mieux pas préparer la dissolution, préparer une alliance et la préparer il a fait des tranquillement pour mauvais l'automne? calculs et sans doute effectivement que l'agenda pose question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il était nécessaire de le faire maintenant dans ce contexte, à la veille des Jeux Olympiques, avant l'été, dans un contexte compliqué. C'est ça, c'est le contexte. Mais la question de la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, mais elle peut se poser. C'est le timing Oui. qui interroge. Dans ce climat d'urgence et de panique. C'est le timing avec des Jeux Olympiques, avec un ministre de l'Intérieur, parce que là aussi on pourra en reparler. Mais vous avez un ministre qui est Bruno Le Maire qui parle de cloporte en parlant des conseillers du président. On a un ministre de l'Intérieur qui dit je ne resterai pas une journée de plus après les élections. Enfin, on a Édouard Philippe qui dit qu'Emmanuel Macron a tué la majorité. Donc on est quand même dans une configuration qui les rats quittent le navire. Il y a un grand mystère quand même, c'est Noémie Alioua, de savoir qu'est-ce qui a poussé le président de la République à décider cette mesure incroyable. En dehors, bien sûr, comme je l'ai dit, des résultats aux élections européennes. Et effectivement, ce qui revient toujours de la part des journalistes politiques qui l'accompagnent, etc., c'est cette question de l'orgueil. Il était convaincu, d'abord, il est hors sol, il y a une sorte de déconnexion manifestement avec le reste du pays. Il était convaincu qu'à l'issue de ces élections européennes, malgré tout, il continuerait à avoir une majorité au Parlement à l'issue de ces élections majorité relative, qui était déjà relative. Donc. C'est ça, mais il était convaincu qu'il allait en sortir par le haut. Donc il s'est complètement trompé, il a été vexé dans son ego, il a pris une décision monumentale et aujourd'hui tout le pays est au bord du chaos d'un point de vue politique. Ça s'appelle un suicide. Oui. Mais il y a l'orgueil, mais là, Jean-Luc a raison. Un suicide pour les autres, parce que lui ne va pas démissionner, il l'a dit. Donc c'est les autres qui vont se faire harakiri. Il a dit dans sa lettre qu'il ne démissionnerait pas. On va marquer une pause. Non, j'ai un auditeur, Jean-Louis, qui me dit la France ne sera jamais dans la position de la Grèce, trop de banques structurelles, trop grosses pour mourir. Je vous encourage à écouter Philippe de Sertine, qui est quelqu'un d'assez objectif, qui est très clair, moi qui ne comprends pas grand-chose à l'économie, qui est très clair là-dessus. Non, il y a un risque pour les banques, il y a un risque de faillite qui existe, qui n'est pas nul. Et ce risque sera accru si le RN arrive à Matignon. Tout le Front Populaire bien et sûr, tous les partis extrêmes. On se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On parlait des banques, on parlait du chaos. Vous n'étiez pas d'accord avec ce que je disais sur le... Non, c'était sur... C'est Jean-Luc qui avait dit c'est un suicide, mais c'est un suicide de la France. Parce qu'il y a un angle de lecture, tout le monde ne l'a pas, mais si on prend toute la présidence, les deux présidences, les 7 ans de pouvoir, qu'il a effectivement, tu as raison, parce qu'il a l'air de découvrir à chaque fois qu'il a le pouvoir, c'est ce qu'il nous dit, il le sait très bien. Il a une chose qu'il a fait avec constance et qu'il avait dit quand il était candidat en 2017, c'est qu'il veut faire la souveraineté européenne. Donc ça passe par la disparition de la souveraineté nationale. Il a fait le traité d'Aix-la-Chapelle et à chaque fois, toutes ces actions, quand on le regarde sous cet angle-là, prennent sens. C'est une destruction supplémentaire de la France. Il sait pertinemment le risque qui a été pris de donner les clés du camion au Rassemblement national avec une dette telle qu'on a et un contexte social tel qu'il est. Donc ça sera le chaos. Peut-être c'est ça qu'il veut. Et j'en veux pour preuve, encore une fois, on a parlé au début, ce qu'il vient de faire avec la Nouvelle-Calédonie. On dirait qu'il fait exprès de foutre le feu. Ça peut pas être autrement. Il n'est pas stupide. Donc, quand on prend des décisions comme ça, c'est qu'on veut un résultat politique. Jean-Luc, vous êtes d'accord ? Je suis assez d'accord avec Jean. Ouais. Et ça ne me réjouit pas une seule seconde. Mais évidemment, c'est horrible. Comment ça peut nous réjouir ? Non, ça ne peut pas nous réjouir. Jordan Bardella est en train de s'exprimer et il a annoncé l'interdiction des portables, le vouvoiement des professeurs. Il veut un Big Bang de l'autorité à l'école. Ça rejoint aussi notre discussion du début. Pardon, ça me fait rire, mais ça rejoint notre discussion du début de... Vous savez, je discutais avec un enseignant qui me disait... j'ai des troisièmes terribles. Et je lui disais, mais c'est quoi des troisièmes terribles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il me disait, il y en a un qui a tasé un autre. Il y en a un qui a fait pipi sur la prof de sciences nat. Enfin, je crois qu'on est aussi à des milliers de kilomètres. Et je ne sais pas si Jordan Bardella, quand il dit ça, se rend bien compte de l'état de certains endroits, de certaines classes. Et ça n'a rien à voir avec riches-pauvres. Je pense qu'il y a une sorte de non-respect global. Donc vous faites quoi ? Vous les mettez en centre fermé s'ils lâchent pas leur portable et s'ils vous voient pas l'enseignant ?
Moi, je pensais d'ailleurs qu'on vous sur les voyez toujours portables, les c'est très enseignants. simple. Ça, pour le coup, je comprends pas. Oui, moi, je comprends même pas qu'on l'autorise. On peut avoir un casier à l'entrée. Un casier à l'entrée en plomb. Puis Beaucoup de collèges font ça. Un chargeur, on le met dedans. Puis si vous êtes attrapé en cours avec votre téléphone, vous n'avez pas le droit, il est comme à l'époque avec les billes et les bonbons, et confisqué, on va voir à la fin de l'année. Si les parents gueulent, ils disent tant pis. Mais oui, mais ce que vous oubliez, je le redis, parce que c'est quand même très important, c'est que les professeurs qui veulent prendre ce genre de mesures ne sont jamais défendus par leur hiérarchie. On leur dit, laisse tomber, fais pas d'histoire, laisse tomber, arrange le coup. Et à force d'arranger le coup, ils sont totalement incapables de faire régner l'ordre dans leur propre classe. Vous avez raison. Virginie, oui, c'est pas tous les chefs d'établissement qui font ce que tu dis, allez, quand même, heureusement. Non. Je vais pas défendre les chefs d'établissement, mais quand même, un certain nombre de lycées, de collèges, d'écoles en France ne sont pas dans la tourmente la plus totale. Effectivement, il y en a une partie qui sont dans la tourmente la plus totale, pas partout quand même, heureusement. Et des proviseurs qui ne, parce que quand j'ai posé la question que fait le proviseur, et des proviseurs qui ne réagissent pas parce qu'ils ne veulent pas être mal notés. Exactement. C'est aussi le truc, c'est aussi cette question-là. C'est tout un engrenage. On ne déclare pas les incidents parce que quand il y a trop d'incidents dans un établissement, l'établissement lui-même est mal noté. D'où aussi le chef d'établissement. On peut rajouter que souvent, quand des lycéens et lycéennes sont harcelés, notamment souvent au collège, on demande aux harceleurs, à ceux qui sont harcelés, de quitter le collège. Exactement. Je voudrais qu'on n'oublie pas cette petite fille de 12 ans qui s'est fait violer à Courbevoie. Et je vous encourage à lire Maurice Berger, pédopsychiatre, qui alerte depuis des années sur la violence des jeunes, sur le changement de comportement de jeunes qui deviennent des barbares. Et moi, j'ai été estomaquée par ce chiffre. Il dit, en dehors même de ce contexte, une agression sexuelle commise par des sujets aussi jeunes n'est pas un fait divers, mais un fait de société. 46% des auteurs de violences sexuelles, souvent sur d'autres mineurs, sont mineurs, dont 27% ont moins de 13 ans. Ce sont des chiffres qui datent en plus de 2021. Sachant qu'il y a eu 26 816 viols déclarés en 2023. 2023, cela représente des milliers de jeunes âgés de moins de 13 ans ayant commis un viol cette année. Et il dit, notons au passage l'abaissement de l'âge des délinquants en général. Les parquets ont traité 28 000 affaires, etc., etc. Moi, je suis sidérée par ces chiffres. 26% aussi, c'est que des viols. La jeunesse s'abreuve de porno, aussi, sur les réseaux sociaux, de porno très 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 violents, et qu'ils construisent leur image de la sexualité à partir de ces images-là. Et sans doute que ça encourage pas aussi un rapport plus apaisé à la sexualité, même si là on est quand même dans l'ultra-violence et dans un phénomène plus large qui ne se limite pas seulement au viol, mais aussi au fait de se battre pour un rien, pour une cigarette comme on dit, et avec des jeunes qui meurent de façon bête et méchante. Donc c'est aussi la question de la violence sexuelle et de la violence tout court. Mais lui, il dit on en revient à la capacité ou à la non-capacité pour les enseignants de gérer tout ce qui est sexualité. Et c'est très 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 difficile, tout le monde le sait. Non, mais c'est pas aux professeurs de gérer la sexualité. Attendez, il y a quand même une part de l'éducation qui revient aux parents. Mais quand vous voyez qu'un des gamins, quand les parents sont plus là, pardon, pas gamin, un de ces monstres qui a violé la petite fille, c'est un enfant qui a été élevé avec 4 autres enfants, avec une mère seule puisque le père était parti. Comme souvent. Comment voulez-vous, je veux dire, poser la responsabilité sur les parents? Oui, effectivement, les parents ont une responsabilité. Sauf que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire à cette en même temps, est-ce qu'on doit généraliser des cours sur l'éducation sexuelle moi, ça peut être dangereux aussi, parce que vous allez aussi forcément prendre des idéologies, parfois des trucs woke. Excusez-moi. Mais non, pourquoi? Parce que vous imposez. Dans le cadre de l'éducation populaire, c'était basique. Je veux dire, l'intime ne doit pas non plus être pris à bras le corps par des professeurs. Il y a des choses qui reviennent à la famille, qui reviennent aux parents. C'est aux parents aussi de se responsabiliser un petit peu et d'avoir ce genre de discussion. Pour des parents de parler. Vous qui avez des enfants, Georges, c'est difficile pour les parents aussi de parler sexualité avec ses enfants. Je ne sais pas à qui ça peut revenir, mais il peut y avoir des choses assez basiques de dites. À l'école. Je rappelle Israël Nizan, gynécologue qui va dans les écoles et qui est sidéré de ce qu'il entend. Est-ce qu'on peut tenir madame, si elle veut pas, est-ce que mes copains peuvent m'aider à tenir ma copine? Exactement. En 5e, et le porno est accessible partout dès le plus jeune âge. Donc il y a un moment, il faut aussi peut-être réagir. Mais est-ce que est-ce que le porno, c'est pas une excuse un peu facile pour des comportements violents et déviants? Mais non, mais il a raison, ça doit avoir un petit effet quelque part.
Bien sûr, évidemment. Mais évidemment. Mais de manière plus générale, on a un problème avec les sanctions sur les mineurs délinquants, quels que soient les délinquants, qu'elles soient sexuelles ou autres. Oui, c'est un sorte de trou noir du droit, et on a un problème par rapport à ça, et il faudrait, je pense, revenir à des centres éducatifs et à fermés. des sanctions tout de suite. C'est Mais c'est ça, mais les centres éducatifs fermés, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je n'apprends rien à personne que la protection de l'enfance, notamment au niveau justice, manque de moyens, mais absolument considérable. C'est le débordement dans certains départements. Ils sont débordés. Bien sûr. Bah oui, donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est des yaka faucons. On voit que l'éducation. Oui, on est d'accord. Hein. Non, mais qui va tenir ces centres fermés? Qui va les faire fonctionner? Qui va réformer la justice pour dire qu'il doit y avoir une sanction immédiate entre le moment où ces jeunes ont été arrêtés et le moment où ils vont purger une peine? S'ils la purgent, il y en aura pratiquement pas. Jean-Luc a raison, il y a du boulot. Mais sur l'éducation sexuelle à l'école, moi l'autre jour, ma petite de 5 ans me dit dans le bain, attention papa, tu n'as pas le droit de toucher mes fesses si je suis pas d'accord. Oui. Et donc, bonne réponse. Non, mais bien sûr, mais elle a 5 ans, donc elle comprend pas grand chose. Elle a eu une sorte d'initiation. Moi, je trouve ça choquant. Qui lui a appris ça? C'est choquant. C'est à l'école? Oui, c'est à l'école. À 5 ans? Oui. Elle vous l'a dit à 5 ans? On lui a parlé comme ça à l'école? Oui. On est allé vérifier. Et donc, oui, il y a une initiation pour. Comme dit Noémie, ça dépend. Est-ce que c'est bien fait ou pas bien fait? Là, le prof l'a bien fait. Il avait dit attention, il y a des gens, ils n'ont pas le droit. Mais je sais pas, on met la graine de la méfiance à un enfant de 5 ans, on lui parle de choses. Mais ça peut être aussi n'importe quoi. Sans doute qu'il n'a pas encore intellectualisé. C'est très compliqué. Je pense que là, on est dans l'ordre de l'intime, mais il faut aussi respecter le. Noémie, si on commence pas très jeune. Si on commence pas très jeune, je pense qu'on n'y arrivera pas. Hein. On n'y arrivera pas. Je pense que de dire à un enfant, ton corps, c'est ton corps et personne n'a le droit d'y toucher, c'est quand même une chose qui est basique. Bah, si. Non. Là, ce que nous décrit Georges, c'est-à-dire le fait qu'à 5 ans, on lui ait dit attention, ton papa doit pas te toucher les fesses dans la douche parce que, etc. C'est personne. C'est personne. Je sais pas. C'est personne. C'est personne, c'était ça. Personne. C'est si elle n'est pas d'accord. Oui, voilà. Parce que peut-être qu'une réaction comme celle-là face à un papa qui est lui pédophile, pour employer les bons mots, peut se dire merde, ça peut renvoyer quand même quelque chose. Mais ça dépend de la qualité du prof. Là, le prof est bon, donc il l'a fait de manière un peu maligne, intelligente, mais c'est pas très contrôlé. Oui, Virginie. Non, je voudrais juste conclure sur une note un peu optimiste, parce qu'aujourd'hui on est en train de parler de choses extrêmement sombres et d'une perspective politique qui, quoi qu'il se passe, sera très sombre. Je me réjouis que les Français se soient saisis de ce scrutin à bras-le-corps, qu'il y ait eu autant de procurations, que finalement le taux de participation s'annonce élevé, beaucoup plus élevé qu'en 2022, et je rappelle que c'est la seule façon de s'approprier un résultat, c'est que tout le monde aille voter dimanche prochain et le dimanche qui suivra. Et on ne pourra plus dire j'ai laissé faire ou j'aurais pas voulu ça. Si tout le monde va voter, le résultat sera à chacun. Oui, c'est le mot de la fin. C'est la conclusion, on est tous d'accord. C'est la conclusion et on est tous d'accord. Allez voter, même si ce n'est pas toujours facile. Voilà. Moi, je suis dans une circonscription où c'est très compliqué. Voilà. 577 élections différentes. Non, je cite pas de nom. Non, je veux pas citer de nom, absolument. Et puis des candidats qui ont été parachutés aussi dans certains arrondissements et au grand désespoir des militants. Voilà. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.